Alors, pour ce vidéo cours numéro 21, nous allons jeter un coup d'œil à l'activité électrique cardiaque normale, étape nécessaire bien sûr avant d'embarquer dans les arythmies cardiaques. Alors bien sûr, les cellules cardiaques ont une faculté plutôt exceptionnelle. Elles ont la capacité de se contracter de façon tout à fait autonome. Alors, capacité qui est tout de même assez impressionnante au niveau de l'encéphale. Alors, cette capacité d'autorégulation provient de certaines cellules hybrides musculaires nerveuses, certains myocytes qui se trouvent à différents endroits au niveau du cœur. Alors, plusieurs sections ont cette capacité d'autorythmicité. Celle qui est probablement la plus importante est bien évidemment le nœud sinusal. Donc, le nœud sinusal peut amener une dépolarisation de 60 à 100 fois par minute. Les cellules que l'on retrouve au niveau de la jonction auriculoventriculaire ont la capacité, elles, de se dépolariser de 40 à 60 fois par minute, tandis que les cellules qui, elles, composent le réseau de myofibres de conduction cardiaque ou réseau de Purkinje, elles peuvent se dépolariser à des fréquences de 20 à 40 par minute. Bien évidemment, des fréquences de dépolarisation qui sont ici différentes d'une région du cœur à l'autre pourraient apporter d'éventuels problèmes. Alors, il est bien facile de comprendre qu'un centre de régulation est essentiel pour s'assurer que toutes les cellules cardiaques puissent battre à la même fréquence. Alors, dans ce contexte, la fréquence qui sera celle retenue sera évidemment la plus rapide. Donc, le nœud sinusal, étant donné sa fréquence de dépolarisation étant aux alentours de 60 à 100 fois par minute, c'est cette fréquence qui cliniquement sera observée également au niveau des autres régions du cœur. Mais bien sûr, dans le contexte de certaines arythmies cardiaques, dans l'éventualité de la mort, par exemple, du nœud sinusal, le myocarde aura tout de même une activité rythmique qui pourra persister, toutefois à des fréquences qui seront inférieures en fonction de quelle région prendra le relais à ce moment. Alors bien sûr, deux sources de régulation au niveau de l'activité électrique du cœur, le système cardio-necteur qui se veut être le système électrique intrinsèque du cœur et également une régulation qui est la régulation externe qui provient du système nerveux autonome qui, à ce moment, bien que non essentiel pour faire fonctionner le cœur, pourra tout de même être utilisé pour accélérer ou ralentir sa fréquence. Alors, brièvement, l'anatomie au niveau du système électrique du cœur, donc le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, le faisceau auriculoventriculaire, les branches gauche et droite du faisceau auriculoventriculaire et les myofibres de conduction cardiaque. Donc, le système de conduction au niveau du cœur est un système hybride musculaire nerveux, donc des cellules qui permettent de se contracter via l'activité électrique qui est générée par ces cellules hybrides, si on peut dire. Alors, la dépolarisation se fait selon une direction qui est toujours la même, soit des oreillettes vers le ventricule, et avec un certain délai dont nous rediscuterons un peu plus loin. Bien sûr, la composition anatomique, comme nous venons de la décrire, est d'abord inclut le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, le faisceau auriculoventriculaire ou faisceau de His, les branches droite et gauche du faisceau de His, ainsi que les myofibres de conduction cardiaque. Alors, les deux nœuds, auriculoventriculaire et nœud sinusal, et auriculoventriculaire, le faisceau de His, les branches droite et gauche, ainsi que les myofibres de conduction cardiaque. Alors, si nous jetons un petit coup d'œil à chacune de ces constituants, donc le nœud sinusal se retrouve au niveau de la paroi de l'oreillette droite. C'est le centre rythmogène du cœur, c'est celui qui détermine la fréquence, puisque c'est celui qui a la fréquence la plus élevée. Alors, sa dépolarisation spontanée biologique se situe aux alentours de 100 fois par minute. Cliniquement, la fréquence cardiaque d'un individu au repos est souvent inférieure à cela, mais ceci est expliqué par l'apport du système nerveux autonome qui, à tout moment, du moins au repos, effectue une activité de ralentissement au niveau du nœud sinusal. Par contre, si le nœud sinusal ne recevait aucune information provenant des nerfs vagues, il aurait davantage tendance à se dépolariser à cette fréquence. Donc, le rythme sinusal est toujours le rythme qui devra être recherché puisque c'est celui finalement qui est le plus naturel pour la fonction du myocarde. Le nœud auriculoventriculaire, quant à lui, se situe dans la partie inférieure du septum interauriculaire, donc tout juste en haut de la valve auriculoventriculaire droite. Pour ce qui est du faisceau auriculoventriculaire ou faisceau de His, il se situe tout juste en haut du septum interventriculaire. Et point important à mentionner ici, ce faisceau se trouve être le seul lien électrique qui existe entre les oreillettes et les ventricules.
Alors, il n'existe pas de jonction ouverte entre les oreillettes et les ventricules. Donc, les jonctions ouvertes avaient déjà été précédemment décrites dans un vidéocours précédent et comme nous l'avions signalé, la fonction de ces jonctions ouvertes était de permettre la circulation d'ions d'une cellule à l'autre et finalement de permettre de coupler électriquement chacune des cellules. Donc, de s'assurer que lorsqu'une cellule se dépolarise, la cellule adjacente devrait se dépolariser immédiatement également et au final devrait se contracter presque de façon instantanée et rythmée. Alors, les oreillettes ont des jonctions ouvertes et les ventricules également en ont, ce qui permet à les oreillettes et les ventricules d'agir de façon assez rythmée et d'agir toutes les cellules finalement de chacune de ces sections d'agir en concert. Par contre, il n'y existe pas ce type de jonction entre les oreillettes et les ventricules. Alors, la jonction auriculo-ventriculaire se trouve être la seule jonction, le seul lien électrique qui permet justement à l'oreillette de transmettre son potentiel d'action jusqu'au niveau du ventricule. Ensuite, les branches droite et gauche du faisceau de His, bien sûr, parcourent le septum interventriculaire tout jusqu'au bout du cœur, donc au niveau de l'apex, alors que les myofibres de conduction cardiaque vont justement partir de cet apex pour remonter au niveau des parois ventriculaires. Alors, on voit bien cette caractéristique au niveau des myofibres de conduction cardiaque qui remonte la paroi ventriculaire et qui nous signale la direction du potentiel qui apparaîtra au niveau des myofibres lors de la dépolarisation du cœur. Alors, un peu de physiologie sur ce mécanisme. Donc, la dépolarisation, évidemment, se réalise de façon spontanée au niveau du nœud sinusal, comme nous l'avions déjà mentionné. Et mentionnons brièvement que cette dépolarisation spontanée origine de la structure biologique même des cellules cardiaques. Donc, les cellules cardiaques, un peu à l'image des cellules nerveuses, utilisent des ions pour obtenir une certaine activité au niveau électrique. Par contre, pour imager, nous pourrions mentionner que les cellules cardiaques se trouvent à avoir des problèmes de perméabilité. Donc, les cellules cardiaques au repos ont une certaine perméabilité à certains ions, dont spécifiquement l'ion potassium. Et la perméabilité un peu excessive à cet ion lors de la période de repos engendre des fuites ioniques au niveau des cellules cardiaques, ce qui fait que après un certain temps, ces fuites vont tout simplement être trop importantes et engendrer une dépolarisation électrique. Alors, cette dépolarisation, comme je viens de le mentionner, est assez similaire à celle qui se produit dans les cellules nerveuses, à la différence près que les cellules nerveuses ont une meilleure imperméabilité, donc n'auront pas cette tendance à réaliser une dépolarisation qui se fera de façon spontanée. Alors, une fois cette dépolarisation qui s'est produite, bien sûr, elle va se propager au niveau des oreillettes via des tractus internodaux afin de permettre de toucher, d'atteindre toutes les cellules au niveau auriculaire. Alors, une fois les oreillettes bien stimulées au niveau du courant électrique, bien sûr, le nœud auriculo-ventriculaire va recevoir la dépolarisation. Et étant donné l'anatomie des fibres que l'on retrouve au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, un certain délai sera présent au niveau de la circulation électrique. Alors, lorsque le courant circule dans l'oreillette, il est ralenti entre l'oreillette et le ventricule, un délai s'installe et ce délai est physiologiquement essentiel puisqu'il permet d'assurer que la contraction des oreillettes se réalise avant la contraction des ventricules. Donc, à l'absence de ce délai, la contraction auriculaire et la contraction ventriculaire seraient deux événements qui se produiraient en même temps, ce qui évidemment nuirait à la fonction de la contraction auriculaire. Donc, la contraction des oreillettes a pour rôle de terminer le remplissage ventriculaire qui se produit à 80% de façon passive. Donc, le dernier 20% de remplissage ventriculaire, normalement, se réalise grâce aux contractions des oreillettes. Mais bien évidemment, si le ventricule se contractait en même temps, ce remplissage ne pourrait se réaliser. Alors, la contraction auriculaire n'aurait aucune utilité au niveau physiologique. Alors, ce délai qui est intrinsèque aux fibres du nœud auriculo-ventriculaire est bien commode au niveau physiologique. Alors, une fois la contraction des oreillettes réalisée, bien sûr, l'influx nerveux continue de circuler le long du chemin électrique qu'on retrouve à l'intérieur du cœur. Donc, l'influx passe le long du faisceau de His. Il passe dans les branches droite et gauche de ce faisceau
pour se rendre jusqu'aux fibres de Purkinje et remonter ces fibres tout au long de la paroi ventriculaire, ce qui au final amène la contraction des ventricules, telle que nous avons mentionné après bien sûr la contraction auriculaire. Et cette contraction ventriculaire se réalise un peu dans la même direction que la circulation de l'activité électrique, donc de l'apex aux oreillettes, ce qui, encore une fois, au niveau physiologique, est commode, puisque l'ouverture des ventricules se retrouve davantage au niveau du toit des ventricules, au niveau des valves sigmoïdes. Alors, la contraction de l'apex vers les oreillettes permet de propulser le sang vers l'ouverture, soit les valves sigmoïdes. Alors, la dépolarisation spontanée au niveau du nœud sinusal qui mène la circulation du potentiel d'action le long des oreillettes pour finalement atteindre le nœud auriculo-ventriculaire. Suite à cette étape, le courant continue de circuler jusqu'au niveau du faisceau de His, des branches droite et gauche et éventuellement des myofibres de conduction cardiaque. Donc, tel que mentionné précédemment, bien sûr, le cœur a la capacité d'autorythmicité. Par contre, il a tout de même une influence du système nerveux sur cette capacité. Et cette influence va se produire principalement en termes d'accélération ou de ralentissement de fréquence cardiaque. Et en réalité, ces capacités proviennent en fait du tronc cérébral au niveau d'une région plus spécifique qui est le bulbe rachidien. Donc, deux subdivisions du système nerveux autonome pourront permettre d'accélérer ou ralentir la fréquence cardiaque. Alors, bien évidemment, le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux responsable de gérer les états de stress, permettra d'accélérer la fréquence cardiaque, tandis que le système nerveux parasympathique, lui, qui gère davantage des états de repos, pourra, lorsque la condition l'exige, ralentir cette même fréquence. Alors, petit aperçu de l'anatomie de cette influence du système nerveux sur le cœur. Donc, au niveau du bulbe rachidien, les centres cardio-accélérateurs permettent, via un passage par la moelle épinière et via un passage par la chaîne de ganglions sympathiques, de se rendre jusqu'au niveau des nœuds au niveau du cœur pour justement influencer sa fréquence. Et point important à mentionner, ces connexions se réalisent également jusqu'au niveau du ventricule. Donc, les centres cardio-accélérateurs, en plus d'influencer la fréquence cardiaque, ont également la capacité d'augmenter la contractilité, ce qui aura souvent un effet favorable sur le débit cardiaque. Pour ce qui est des centres cardio-inhibiteurs, alors ces derniers vont davantage utiliser les nerfs vagues pour se rendre jusqu'au niveau des nœuds. Et encore une fois, pour avoir un effet qui, dans ce cas, sera davantage de ralentissement de la fréquence cardiaque. Alors, l'accélération de la fréquence cardiaque se réalise via le système nerveux sympathique. Ce système nerveux sympathique origine, si on peut dire, au niveau du bulbe rachidien et empruntera spécifiquement les segments T1 à T5 de la moelle épinière, ce qui d'ailleurs peut causer certains troubles à des individus qui présenteraient des blessures à la moelle épinière, des lésions complètes au niveau thoracique haut ou au niveau cervical. Alors, un individu qui, par exemple, aurait une lésion médulaire complète à C6 ne pourra bénéficier de cette activité du système nerveux sympathique sur le cœur. Donc, il sera plutôt difficile pour lui d'accélérer sa fréquence cardiaque, puisque les voies sympathiques ne peuvent tout simplement pas se rendre jusqu'au niveau des nœuds sinusales. Alors, les modifications de rythme cardiaque chez une telle personne devront davantage passer via une influence hormonale qui est qui prend légèrement plus de temps à s'installer que l'influence au niveau nerveuse. Pour le ralentissement de la fréquence cardiaque, bien sûr, c'est le système nerveux parasympathique qui va gérer cet état. Les fibres vont se rendre jusqu'au niveau des nœuds sinusales, mais dans ce contexte, surtout en empruntant les nerfs vagues. Alors, encore une fois, certains individus parfois vont utiliser de façon excessive ces nerfs vagues, donc dans le contexte d'une douleur excessive, d'une émotion importante, certaines personnes vont subir une décharge massive du nerf vague, ce qui, au final, peut amener la syncope vagale. Donc, lorsque les nerfs vagues déchargent excessivement, bien évidemment, la fréquence cardiaque s'en trouve grandement diminuée, tellement que le débit cardiaque peut devenir insuffisant pour les besoins de l'encéphale, d'où la syncope qui devrait se présenter à ce moment. Alors, si maintenant nous jetons un petit coup d'œil en fait sur l'ECG pour faire un lien entre
ce que nous venons de mentionner et l'activité électrique peut être enregistrée via cette méthode. Alors bien évidemment, l'ECG permet de mesurer l'activité électrique du cœur. C'est un examen non invasif qui informe bien sûr sur le rythme cardiaque, mais également sur le système nerveux cardiaque, donc sur son état, sur l'état des tissus qui le composent et également sur l'état du myocarde lui-même, donc soit les oreillettes ou les ventricules. Alors sur le CG, plusieurs éléments nous intéressent. 3 ondes, donc l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Et évidemment 2 intervalles, soit l'intervalle PQ, l'intervalle QT et le segment ST. Alors l'onde P correspond à la dépolarisation auriculaire, bien sûr le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire, tandis que l'onde T correspond à la repolarisation au niveau ventriculaire. Bien évidemment, l'oreillette également doit se repolariser, mais cette repolarisation est un événement électrique qui se produit en même temps que la dépolarisation ventriculaire, d'où l'absence de cette onde. Donc, cette onde se trouve être cachée dans le complexe QRS. Alors, 2 intervalles intéressants, l'intervalle PQ qui représente le temps entre le début de l'onde P et le début du complexe QRS, qui au final se trouve être une mesure du délai de circulation de l'onde de dépolarisation du nœud sinusal jusqu'au niveau des ventricules, jusqu'au niveau de la prochaine du nœud auriculo-ventriculaire et des ventricules évidemment. L'intervalle QT qui représente le délai en temps qui passe entre le début du complexe QRS et la fin de l'onde T, qui au final est une représentation du temps de la systole ventriculaire. Et un segment très important, le segment ST, qui représente un moment où toutes les cellules ventriculaires se trouvent à être dépolarisées. Alors, bien évidemment, après le complexe QRS, la dépolarisation ventriculaire est terminée et la repolarisation n'est pas encore débutée. Alors, le segment ST représente un moment où toutes les cellules ventriculaires dépolarisées et ce segment ST se doit d'être sur la ligne isoélectrique, puisque la ligne isoélectrique représente un moment où aucun changement électrique n'est en train de se produire et finalement un moment où toutes les cellules se trouvent à être dans le même état au niveau électrique. Alors le segment ST se doit de se retrouver à cet endroit. Alors, bref description ici de chacune des étapes que nous venons de mentionner. Alors, vous pouvez référer à ces données à l'aide des diapositives. Alors, intéressante figure qui nous permet de constater in situ sur le cœur les événements au niveau de l'ECG. Donc, en rouge, on peut observer l'onde de dépolarisation qui est en train de se produire au niveau de l'oreillette, ce qui correspond évidemment à l'onde P. Alors, précisément à cet endroit, entre l'onde P et le complexe QRS, on se situe au niveau de la ligne isoélectrique, encore une fois, parce que les oreillettes se trouvent à être complètement dépolarisées, mais elles ne sont pas en train de se dépolariser. Donc, à ce moment, toutes les cellules de l'oreillette se trouvent à être dans le même état électrique et aucun changement n'est en train de se produire, ce qui explique pourquoi ce segment se trouve à être au niveau de la ligne isoélectrique. Alors, au moment où le complexe QRS se produit, ceci correspond bien sûr à la dépolarisation des ventricules. C'est ce qui est illustré ici. En rouge, on voit bien l'onde de dépolarisation qui est en train de se réaliser. Et on voit également, ce qui est illustré ici en vert, l'onde de repolarisation auriculaire qui est en train de se produire de façon simultanée. Alors, si nous continuons jusqu'au niveau du segment ST, donc on voit bien à ce moment que le ventricule se trouve à être complètement dépolarisé, donc il n'est pas en train de se dépolariser, il a terminé sa dépolarisation, et tel que mentionné précédemment, puisque toutes les cellules sont dépolarisées, évidemment ils sont toutes dans le même état au niveau électrique, il n'y a aucun changement que nous sommes en train d'enregistrer, donc le segment ST se situe au niveau de la ligne isoélectrique. Finalement, au niveau de l'onde T, on voit bien l'onde de repolarisation en vert qui commence à se faire au niveau du ventricule, d'où l'apparition de cette onde. Et bien sûr, à la fin de l'onde T, le ventricule est complètement repolarisé et les oreillettes ne sont pas encore dépolarisées. La prochaine dépolarisation devrait arriver dans quelques secondes. Alors, ceci met fin à notre vidéo cours.